Dans les années 1990, Internet explose. Mais trouver une information reste difficile. On navigue à travers des annuaires web comme Yahoo, organisés presque manuellement. Puis, arrive une révolution, les moteurs de recherche modernes, et notamment Google à la fin des années 90. Le paradigme change alors complètement. Nous ne cherchons plus des sites, nous posons des mots-clés. Les moteurs de recherche indexent le web, classent les pages et nous proposent une liste de résultats. L'humain reste cependant au centre de l'effort. Il doit ouvrir plusieurs liens, comparer les sources, synthétiser l'information lui-même. Pendant plus de 20 ans, cette logique n'a presque pas changé. Mais aujourd'hui, une nouvelle rupture apparaît. On pose juste la question et l'info que l'on recherche apparaît à l'écran, comme si quelqu'un avait fait tout le travail en quelques secondes et nous répondait. Comment cela est-il possible grâce à l'IA générative? Je suis Harold Almeida, bienvenue sur Action. Avec l'IA générative, nous ne cherchons plus seulement des documents, nous dialoguons directement avec un puits de connaissances. Au lieu d'obtenir 10 liens bleus, nous obtenons une réponse structurée, contextualisée, parfois personnalisée, générée en temps réel. Ce n'est plus seulement un moteur de recherche, c'est une interface conversationnelle avec l'information. Historiquement, chaque grande révolution numérique a réduit la friction entre l'humain et la connaissance. L'imprimerie a démocratisé le savoir, l'Internet l'a rendu accessible mondialement, les moteurs de recherche l'ont organisé et aujourd'hui, l'IA générative tente de la synthétiser. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une transformation profonde. La manière dont les machines comprennent le langage, produisent du contenu et s'intègrent dans nos systèmes d'information. Dans cet épisode, nous allons donc comprendre ce qu'est réellement l'IA générative, comment elle fonctionne, ce qui se passe techniquement lorsque vous posez une question et pourquoi cette technologie marque peut-être le début d'une nouvelle ère dans notre relation avec la connaissance. Vous êtes devant votre ordinateur, devant votre logiciel d'IA générative préféré. Vous posez une question. Que se passe-t-il quand vous écrivez votre question? Que se passe-t-il jusqu'à ce que vous ayez votre réponse? Voilà ce dont nous allons parler maintenant. Quand vous posez une question à une IA générative, vous avez l'impression de parler à quelqu'un. Vous écrivez une phrase, vous appuyez sur « Envoyer » et quelques secondes plus tard, une réponse arrive, structurée, fluide, parfois étonnamment pertinente. Mais entre votre question et la réponse affichée, il se passe en réalité une chaîne d'étapes très précise, ce qu'on appelle un pipeline, qui mélange traitement du langage, recherche d'informations, calcul sur GPU et génération probabiliste. Je vais vous décrire ça étape par étape, comme si on suivait la question dans les coulisses. Étape 1, la réception et la mise au propre de la question. Mise au propre en guillemets, bien sûr. D'abord, votre question arrive dans un service d'entrée. L'outil va faire quelques vérifications immédiates. Est-ce que la requête est valide? Est-ce que l'utilisateur est autorisé? Est-ce qu'il y a un contexte de conversation à récupérer? Ensuite, le système peut appliquer des règles de sécurité, filtrage de contenu, détection de données sensibles et parfois réécriture du prompt pour cadrer la demande. À ce stade, l'IA n'a pas encore répondu. Elle prépare simplement le terrain. Étape 2. Transformez votre test en unité compréhensible, la tokenisation. Pour vous, votre question, c'est du français. Pour la machine, ce n'est pas du langage, c'est du texte brut. Le système découpe donc votre question en petites unités appelées tokens. Un token peut être un mot, une partie de mot, un signe de ponctuation. Par exemple, générative peut être découpée en plusieurs morceaux selon le modèle. Chaque token est converti en un identifiant numérique. Donc très vite, votre question devient une suite de nombres. Étape 3. Ajoutez le contexte, système, historique ou instruction. La question que vous avez posée n'est pas envoyée seule. Le système construit un paquet complet appelé prompt final. Dedans, on trouve souvent des instructions système qui définissent le rôle et les limites, l'historique de la conversation et votre question du moment. C'est important parce que le modèle ne se souvient pas au sens humain. Il n'a pas de mémoire stable. Il ne comprend que ce qu'on lui donne dans le contexte présent. Autrement dit, si ce n'est pas dans le prompt, pour lui, ça n'existe pas.
Étape 4, recherche éventuelle d'informations, le RAG. On arrive là à une étape que beaucoup de gens confondent. Une IA générative ne cherche pas automatiquement sur Internet comme un moteur de recherche. Par défaut, un modèle peut répondre uniquement à partir de ce qu'il a appris pendant son entraînement. Mais en entreprise et dans beaucoup de systèmes modernes, on ajoute une brique appelée RAG, Retrieval Augmented Generation, ou génération augmentée par recherche. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Le système peut transformer votre question en vecteur, interroger une base documentaire ou une base vectorielle, récupérer les passages les plus pertinents, puis injecter les passages dans le prompt. Le modèle ne reçoit donc pas seulement votre question, il reçoit votre question, plus un contexte documentaire à partir duquel il doit répondre. C'est une différence énorme. On passe d'une IA qui improvise à une IA qui s'appuie sur des sources fournies au moment de la réponse. Étape 5, le cœur du modèle. Comprendre le contexte avec l'attention. À partir du moment où le prompt final est prêt, il est envoyé au modèle, typiquement hébergé sur des GPU. Le modèle commence par convertir chaque token en représentation mathématique, un vecteur qu'on appelle embedding. Puis, il utilise un mécanisme clé, l'attention. C'est quoi l'attention? L'attention permet au modèle d'évaluer, dans tout le test reçu, quels éléments sont importants et comment ils se relient entre eux. C'est ce qui lui permet, par exemple, de relier une question à une contrainte donnée 3 phrases plus haut, suivre un fil logique ou maintenir un ton cohérent. On peut le voir comme ceci. Au lieu de lire votre test ligne par ligne, il analyse les relations entre toutes les parties du test. Étape 6. Générer la réponse. Prédire token par token. Et maintenant, la génération commence vraiment. Le modèle ne rédige pas comme un humain. Il ne planifie pas une réponse complète puis l'écrit. Il fonctionne autrement. Il calcule une distribution de probabilité sur le prochain token le plus probable, compte tenu de tout le contexte. Puis, il choisit un token. Il l'ajoute à la sortie. Et il recommence. Encore et encore. C'est littéralement une boucle. Contexte, probabilité, prochain token, nouveau contexte, probabilité, prochain token, ainsi de suite. Ce point est crucial. Une réponse entière n'est qu'une suite de prédictions successives. Et c'est aussi pour ça que l'IA peut parfois produire une réponse fluide, mais fausse. Elle optimise la cohérence linguistique, pas la vérité. Étape 7. Contrôle et garde-fous pendant la génération. Pendant que la réponse se génère, le système peut appliquer des garde-fous, empêcher certains contenus, vérifier des règles métiers ou limiter la quantité de texte. Certains systèmes appliquent aussi des politiques de confidentialité, par exemple empêcher que des données internes ressortent en clair. En entreprise, cette étape est souvent critique. Elle fait la différence entre une démo sympa et un outil réellement déployable. Étape 8. Post-traitement, formatage, citation, structuration. Une fois les tokens générés, la réponse brute peut être formatée, titre, puce, enrichie, citation si disponible, ou adaptée au canal chat, email, API, voice. Puis elle est renvoyée vers l'interface et vous la voyez apparaître. Résumons un peu tout ça. Quand vous posez une question à une IA générative, elle ne va pas chercher une réponse comme un humain. Elle transforme votre question en token, construit un contexte complet, récupère éventuellement des documents via RAG, interprète le contexte avec l'attention, puis génère une réponse en prédisant les tokens un par un, avec des garde-fous et un post-traitement final. Et c'est exactement ça le nouveau paradigme. Ce n'est plus trouver une page comme avec un moteur de recherche, c'est générer une réponse à partir d'un contexte de probabilité et de plus en plus de vos propres données, d'où l'importance de la qualité de la donnée. Voilà ce qui se passe dans les coulisses entre votre question et la réponse que vous lisez. Maintenant que nous avons vu ce qu'il se passe lorsque vous posez une question à une IA générative, une autre question devient évidente.
Comment ce modèle a-t-il appris à faire tout ça? Comment une machine peut-elle produire du test cohérent, expliquer des concepts complexes ou écrire du code alors qu'elle ne comprend pas le monde comme un humain? Pour répondre à ces questions, il faut remonter au processus d'apprentissage du modèle. Et cet apprentissage s'y déroule généralement en 3 grandes phases. La première phase, le pré-entraînement. C'est la phase la plus longue, la plus coûteuse et la plus fondamentale. Pendant cette étape, le modèle est exposé à d'immenses quantités de textes issus de données publiques, livres, articles, documentation technique, code source, contenu éducatif et pages web accessibles. Mais attention, le modèle ne lit pas ces textes pour apprendre des faits comme un étudiant. Il apprend une tâche beaucoup plus simple et en même temps extrêmement puissante. Prédire le prochain token dans une phrase. On lui montre par exemple une phrase incomplète, exemple l'intelligence artificielle transforme 3 points de suspension, et le modèle doit deviner la suite. Au début, ses réponses sont totalement aléatoires. Il se trompe presque tout le temps. Mais à chaque erreur, un mécanisme mathématique appelé rétroprogrammation ajuste légèrement des milliards de paramètres en interne. Petit à petit, il apprend que certains mots apparaissent souvent ensemble, que certaines structures grammaticales reviennent régulièrement et que certains concepts sont liés. Il ne comprend pas le sens au sens humain, il apprend des régularités statistiques du langage. Après des milliards d'exemples, le modèle devient extrêmement performant pour prédire la suite d'un texte. Et cette capacité suffit déjà à produire un langage fluide. Deuxième phase, le fine-tuning. À ce stade, le modèle sait écrire, mais il n'est pas encore utile. Il peut produire du texte incohérent, biaisé ou inadapté. On va donc spécialiser son comportement. Des jeux de données plus ciblés sont utilisés. Questions-réponses, dialogue, explications pédagogiques, résolution de modèles. Le modèle apprend alors à répondre plutôt qu'à simplement continuer un texte. C'est un peu comme passer de l'apprentissage d'une langue à l'apprentissage de la conversation. Troisième phase, l'apprentissage par feedback humain, appelé RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. C'est une étape souvent méconnue, mais essentielle. Des évaluateurs humains reçoivent plusieurs réponses générées par le modèle pour une même question. Ils les classent selon différents critères: utilité, clarté, sécurité, exactitude apparente, respect des consignes. Ces préférences humaines servent ensuite à entraîner un modèle de récompense. Le système apprend progressivement quelles réponses sont préférées par des humains. Autrement dit, on n'enseigne plus seulement au modèle à être probable, on lui apprend à être utile. Cette phase transforme un modèle linguistique brut en assistant conversationnel. Il existe une dernière phase souvent invisible, l'alignement et la sécurisation. Les équipes ajoutent des règles pour limiter certains comportements, réduction des contenus dangereux, gestion des biais, respect des politiques d'usage et amélioration de la fiabilité globale. Cela ne change pas la manière dont le modèle génère du test, mais cela encadre ce qu'il est autorisé à produire. Il est important de comprendre une chose fondamentale. Le modèle n'a pas appris des réponses toutes faites. Il a appris des structures, des relations et des probabilités. Quand vous posez une question aujourd'hui, il ne va pas chercher dans une base de réponses mémorisée. Il utilise ce qu'il a appris statistiquement pour générer une réponse nouvelle adaptée au contexte précis de votre demande. C'est pour cela que 2 réponses à la même question peuvent être légèrement différentes. Et c'est aussi pour cela que l'IA peut parfois être convaincante, même lorsqu'elle se trompe. En résumé, un modèle d'IA générative apprend en 3 grandes étapes. D'abord en observant massivement le langage et en apprenant à prédire. Ensuite, en étant spécialisé pour dialoguer. Et enfin, en étant aligné grâce au jugement humain. Ce mélange entre apprentissage statistique à très grande échelle et correction humaine est ce qui rend possible l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Dialoguer naturellement avec une machine. Et c'est cette combinaison qui marque une rupture technologique majeure dans l'histoire de l'informatique.
Le fonctionnement de l'IA générative est assez impressionnant. Mais le résultat fourni est-il toujours juste? La réponse est non. Pourquoi? Une IA générative ne cherche pas la vérité. Elle cherche la réponse la plus probable linguistiquement. Autrement dit, son objectif n'est pas d'être correcte, mais d'être cohérente. Première raison, elle fonctionne par probabilité, pas par compréhension. Le modèle a été entraîné à prédire le prochain mot probable dans une phrase en fonction du contexte. Quand vous posez une question, il ne vérifie pas des faits dans une base officielle. Il calcule simplement quelle réponse ressemble le plus statistiquement à une bonne réponse. Si dans ces données d'apprentissage, certaines formulations apparaissent souvent ensemble, il va les reproduire, même si elles sont parfois inexactes. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Une réponse fluide, crédible, mais fausse. Deuxième raison, absence de vérification interne des faits. Contrairement à un moteur de recherche ou à une base de données, le modèle ne possède pas un mécanisme natif de validation. Il ne fait pas « je vais vérifier si cette information est vraie ». Il fait « quelle phrase ressemble le plus à une réponse attendue ». Sans système externe de recherche ou de validation, comme le RAG, il peut donc produire une information incorrecte avec beaucoup d'assurance. Troisième raison, la qualité, la fraîcheur et l'actualité des données. Le modèle apprend à partir de données d'entraînement arrêtées à un moment donné. Il ne connaît pas automatiquement les événements récents, les changements réglementaires ou les nouvelles découvertes, sauf si un système externe lui fournit ces informations. Il peut alors compléter les trous avec des approximations statistiques. Quatrième raison, l'ambiguïté humaine. Parfois, l'erreur ne vient pas du modèle, mais de la question. Une demande vague, ambiguë ou incomplète oblige l'IA à deviner l'intention la plus probable. Elle choisit alors une interprétation qui peut ne pas être celle attendue. Cinquième raison, optimisation du langage plutôt que du raisonnement. Le modèle est extrêmement bon pour produire du texte naturel. Mais produire un texte convaincant n'est pas la même chose que raisonner correctement ou démontrer une vérité. La fluidité peut donner une illusion d'exactitude. En résumé, l'IA peut se tromper parce qu'elle n'est pas un moteur de vérité. Elle est un moteur de génération probabiliste du langage. Elle prédit ce qui semble juste, sans toujours savoir si cela l'est réellement. C'est précisément pour cette raison que dans un contexte professionnel, l'IA générative doit être utilisée comme un copilote, pas comme une source d'autorité absolue. À cette étape, on sait comment l'IA générative fonctionne. On sait comment elle produit une réponse. Nous allons maintenant voir comment elle est architecturée techniquement. Dans la réalité, une IA générative utilisée dans une entreprise ou dans une application n'est pas seulement un modèle. C'est un système complet composé de plusieurs couches techniques qui travaillent ensemble pour transformer une question en réponse. Pour bien comprendre, nous allons parcourir cette architecture couche par couche. Couche 1, l'interface utilisateur. La première couche est celle avec laquelle l'utilisateur interagit directement. Il peut s'agir d'un chatbot, d'un assistant intégré dans une application métier, d'un copilote dans un logiciel ou finalement d'une API utilisée par une autre application. Cette couche a plusieurs responsabilités. Elle reçoit la question de l'utilisateur, gère l'authentification, maintient le contexte de la conversation et transmet la requête au reste du système. Elle est également responsable de l'affichage de la réponse générée. Autrement dit, c'est la porte d'entrée du système. Mais à ce stade, la question n'est pas encore envoyée au modèle. Couche 2, l'orchestration du prompt. Son rôle est de construire la requête complète qui sera envoyée au modèle d'IA. Elle assemble plusieurs éléments, la question de l'utilisateur, l'historique de la conversation, les instructions système, parfois des contraintes métiers ou des règles de sécurité. C'est une étape essentielle car un modèle de langage ne possède pas de mémoire permanente. Il ne voit que le test qu'on lui fournit dans le contexte. Si une information n'est pas incluse dans ce prompt, pour le modèle, elle n'existe pas.
Dans certaines architectures avancées, cette couche peut également orchestrer plusieurs modèles ou appeler les outils externes. Couche 3, la couche de recherche d'informations, souvent appelée RAG pour Retrieval Augmented Generation. Un modèle de langage possède des connaissances issues de son entraînement, mais il ne connaît pas les données internes d'une entreprise ni les informations mises à jour en permanence. La couche RAG permet de connecter le modèle aux données réelles. Concrètement, la question de l'utilisateur est transformée en vecteur mathématique appelé embedding. Ce vecteur est ensuite utilisé pour interroger une base de données vectorielle contenant des documents, des articles, des procédures ou des bases de connaissances. Le système récupère alors les passages les plus pertinents et les ajoute au contexte envoyé au modèle. Le modèle génère ensuite sa réponse en s'appuyant sur ces informations. Cette couche permet d'améliorer la précision et de réduire les hallucinations. La couche 4, le modèle d'IA générative. C'est le modèle d'IA lui-même. La plupart des systèmes modernes utilisent des modèles appelés Large Language Models ou LLM. Ces modèles reposent généralement sur une architecture Transformer introduite en 2017 dans un article scientifique intitulé Attention is all you need. Le modèle analyse le texte grâce à un mécanisme appelé Attention qui lui permet de comprendre les relations entre les mots dans un contexte donné. Ensuite, il génère une réponse en prédisant les tokens un par un. Chaque nouveau mot étant choisi en fonction des probabilités calculées à partir du contexte. Ces modèles peuvent contenir plusieurs milliards de paramètres et des dizaines de couches neuronales. La couche 5, l'infrastructure de calcul. Les modèles génératifs nécessitent une puissance de calcul très importante. Ils sont généralement exécutés sur des GPU ou sur des clusters de calcul spécialisés capables de traiter des millions d'opérations mathématiques en parallèle. Cette infrastructure doit également gérer plusieurs défis techniques, la gestion de la mémoire, la rapidité de génération des réponses et la capacité à traiter un grand nombre de requêtes simultanément. Dans les architectures modernes, les modèles sont souvent déployés sous forme de services d'inférence accessibles via des API. La couche 6 est la couche données et gouvernance. Dans un environnement professionnel, un système d'IA générative doit être connecté aux sources de données de l'organisation. Data lake, base documentaire, catalogue de données ou base de connaissances. Cette couche permet également de gérer la traçabilité des interactions, de stocker les prompts et les réponses et de mettre en place des mécanismes de contrôle et d'audit. Elle est essentielle pour garantir la sécurité des informations, la conformité réglementaire et la gouvernance des données. Si on prend un peu de recul, on comprend que l'IA générative n'est pas seulement un modèle d'intelligence artificielle. C'est une architecture complète qui combine plusieurs disciplines: traitement du langage naturel, recherche d'informations, calcul distribué, ingénierie des données et gouvernance. Et dans la plupart des organisations, la valeur ne vient pas seulement du modèle lui-même. Elle vient surtout de la manière dont cette architecture est intégrée aux données, aux processus et aux systèmes d'information de l'entreprise. Après avoir compris comment fonctionne l'IA générative et quelle est son architecture technique, une question devient naturelle. Comment les entreprises utilisent-elles réellement cette technologie aujourd'hui? Car au-delà du buzz médiatique, l'IA générative est déjà intégrée dans de nombreux processus métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des organisations, elle n'est pas utilisée pour remplacer les humains, mais plutôt pour augmenter leur capacité à traiter l'information. Nous allons voir quelques cas d'usage. Premier cas d'usage, la recherche et l'analyse documentaire. Dans beaucoup d'entreprises, une grande partie de l'information est stockée dans des documents, procédures internes, contrats, rapports techniques, documentation produit ou base de connaissances tout simplement. Trouver l'information pertinente peut prendre beaucoup de temps. L'IA générative permet de créer des assistants capables d'interroger ces documents en langage naturel. Un employé peut poser une question comme « Quelle est la procédure pour gérer un incident de sécurité ?» ou « Quels sont les engagements contractuels dans ce document ?»
Le système recherche les passages pertinents dans la documentation et génère une réponse synthétique. Deuxième cas d'usage, le support client. De nombreuses entreprises utilisent désormais l'IA générative pour assister leurs équipes de support ou pour automatiser certaines réponses aux clients. L'IA peut analyser une demande, consulter la base de connaissances interne et proposer une réponse prête à être envoyée. Dans certains cas, elle peut même générer directement la réponse au client tout en respectant le ton et les politiques de l'entreprise. Cela permet de réduire le temps de réponse et d'améliorer l'expérience client. Troisième cas d'usage, l'aide à la production de contenu. Les équipes marketing, communication ou commerciales utilisent l'IA générative pour produire différents types de contenus. Description de produits, emails, synthèse de réunions, propositions commerciales ou documents de présentation. L'IA ne remplace pas l'expertise humaine, mais elle accélère considérablement la première étape de rédaction. Quatrième cas d'usage, le développement logiciel. Les développeurs utilisent de plus en plus des assistants de code basés sur l'IA générative. Ces outils peuvent suggérer des fonctions, générer du code à partir d'une description, expliquer un morceau de programme ou aider à corriger des erreurs. Cela permet aux équipes techniques de gagner du temps sur les tâches répétitives et de se concentrer sur la conception de l'architecture. Cinquième cas d'usage, l'analyse et la synthèse d'informations. Dans certains secteurs comme la finance, le conseil ou le juridique, les professionnels doivent analyser de grandes quantités de documents. L'IA générative peut résumer des rapports, comparer des contrats ou extraire des informations clés d'un ensemble de documents. Elle agit alors comme un assistant capable de parcourir rapidement de grandes masses d'informations. Si on observe ces différents cas d'usage, un point commun apparaît. Dans la plupart des organisations, l'IA générative devient une nouvelle interface entre l'humain et la donnée. Au lieu de chercher l'information dans des outils complexes, les utilisateurs peuvent simplement poser une question en langage naturel. Et c'est probablement là que se situe la véritable transformation. L'IA générative ne change pas seulement la manière dont les entreprises automatisent certaines tâches. Elle change la manière dont les humains interagissent avec l'information et les systèmes numériques. L'IA générative offre des capacités impressionnantes. Elle permet d'accéder rapidement à l'information, d'automatiser certaines tâches et d'augmenter la productivité des équipes. Mais comme toute technologie puissante, elle introduit aussi de nouveaux risques. Et c'est précisément pour cette raison que la question de la gouvernance devient centrale. Sans cadre clair, l'utilisation de l'IA générative peut exposer les organisations à plusieurs types de risques. Le premier risque est la fuite d'informations sensibles. Lorsque des employés utilisent des outils IA génératifs, ils peuvent être tentés d'y copier des documents internes, du code propriétaire, des données clients ou des informations stratégiques afin d'obtenir de l'aide ou une analyse. Si ces données sont envoyées vers des services externes non maîtrisés, cela peut créer des problèmes de confidentialité, de sécurité et de conformité réglementaire. Deuxième risque, les réponses non contrôlées. Comme nous l'avons vu, une IA générative produit des réponses en fonction de probabilités linguistiques. Elle peut donc générer des informations incorrectes, imprécises ou incomplètes. Si ces réponses sont utilisées directement dans des processus critiques, par exemple pour des décisions financières, juridiques ou opérationnelles, cela peut entraîner des erreurs importantes. Troisième risque, les biais décisionnels. Les modèles d'IA sont entraînés sur de grandes quantités de données qui peuvent contenir des biais historiques, culturels ou sociaux. Dans certains contextes, ces biais peuvent influencer les recommandations ou les analyses produites par le système, ce qui peut poser des problèmes éthiques ou réglementaires. Quatrième risque, le shadow AI. Comme cela s'est produit autrefois avec le shadow IT, des employés peuvent utiliser des outils d'IA générative de manière informelle, sans validation ni supervision de l'organisation. Ces usages non contrôlés rendent difficile la gestion des données, la sécurité et la conformité. Face à ces risques, les organisations doivent mettre en place une gouvernance adaptée. Une architecture mature d'IA générative inclut d'abord un contrôle d'accès clair.
tous les utilisateurs ne doivent pas avoir accès aux mêmes données ni aux mêmes fonctionnalités. Elle inclut également la journalisation des prompts et des réponses. Cela permet de conserver une trace des interactions avec le système, d'auditer son utilisation et d'identifier d'éventuels incidents. Autre élément important, la validation humaine. Dans de nombreux cas d'usage, l'IA doit fonctionner comme un assistant et non comme un système entièrement autonome. Les décisions critiques doivent rester sous contrôle humain. Enfin, une architecture mature inclut le monitoring des outputs. Les organisations doivent surveiller la qualité des réponses générées, détecter les comportements anormaux et améliorer continuellement le système. Au final, l'IA générative ne doit pas être considérée comme un simple outil isolé. Elle devient progressivement un composant du SI de l'entreprise. Et comme tout composant critique du système d'information, elle nécessite une architecture robuste, des règles de gouvernance claires et une gestion rigoureuse des risques. Au cours de cet épisode, nous avons exploré plusieurs dimensions de cette technologie qui transforme profondément notre manière d'interagir avec l'information. Nous avons d'abord vu que l'IA générative marque un véritable changement de paradigme. Pendant plus de 20 ans, les moteurs de recherche nous ont habitués à une logique simple. Taper des mots-clés et parcourir une liste de résultats. Avec l'IA générative, nous passons progressivement d'une logique de recherche de documents à une logique de génération de réponses. L'utilisateur ne consulte plus seulement des ressources, il dialogue directement avec l'information. Nous avons ensuite regardé ce qui se passe réellement lorsqu'une question est posée à une IA. Derrière une interaction qui semble simple, se cache une chaîne de traitement complexe. La tokenisation du test, l'analyse du contexte, la recherche éventuelle d'informations, puis la génération de la réponse mot par mot à partir de probabilités calculées par le modèle. Nous avons également compris comment ces modèles ont appris à produire du langage grâce à l'analyse de quantités massives de données textuelles, puis à des phases de spécialisation et d'alignement avec des évaluations humaines. Les modèles apprennent progressivement à produire des réponses cohérentes et utiles. Mais l'IA générative n'est pas seulement un modèle. Nous avons vu qu'elle repose sur une architecture complète. Interface utilisateur, orchestration du prompt, recherche documentaire, modèle de langage, infrastructure de calcul et couches de données de gouvernance. Nous avons également observé comment les entreprises utilisent déjà cette technologie pour analyser des documents, assister les équipes de support, accélérer la production de contenu, aider au développement logiciel ou encore faciliter l'accès à la connaissance interne. Enfin, nous avons rappelé que ces capacités s'accompagnent de risques. Sans gouvernance adaptée, l'IA générative peut entraîner des fuites d'informations, des réponses non contrôlées, des biais ou des usages non encadrés. C'est pourquoi une architecture mature doit intégrer des mécanismes de sécurité, de traçabilité et de supervision humaine. Si l'on prend un peu de recul, on comprend que l'IA générative ne représente pas seulement une évolution technologique. Elle transforme la manière dont les humains interagissent avec les systèmes d'information et avec la connaissance elle-même. Et comme pour chaque grande révolution technologique, la véritable valeur ne viendra pas uniquement des outils, mais de la manière dont les organisations sauront les intégrer, les gouverner et les utiliser de façon responsable. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Ça vous prend quelques secondes et ça nous permet à nous de toucher le maximum de personnes. C'était Harold d'Almeida pour Action.